Bonjour tout le monde. Donc on commence un nouveau chapitre sur l'électricité qui se nomme signaux et capteurs. Pour ça, on va revoir pas mal de choses que vous avez normalement déjà vues au collège, si le programme n'a pas changé. Par exemple, on va voir comment brancher un voltmètre, qu'est-ce qu'un circuit électrique, comment brancher un ampèremètre, etc., etc. Donc voltmètre, vous souvenez que c'est en dérivation, et ampèremètre, c'est en série. En série, ça veut dire que on le branche dans la boucle, donc dans le circuit, alors que voltmètre, on fait une autre boucle pour brancher le voltmètre. On appelle ça en dérivation, brancher en dérivation. Donc, comme pour le chapitre précédent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques exercices, et à travers ces exercices, je vous donnerai les notions de cours correspondantes. Et ce qui nous permettra de voir toutes les notions de cours de ce chapitre-là. Donc, cet exercice, le premier exercice, est sur le voltmètre. Comment est-ce qu'on branche un voltmètre, à quoi ça sert, etc. Donc d'abord, on va faire quelques petits rappels de cours sur le circuit électrique. Un circuit électrique, c'est un ensemble de composants électriques ou électroniques qu'on appelle des dipôles, en tout cas pour ce que vous aurez à utiliser vous au lycée, et qui sont parcourus par un courant électrique. Donc pour que le courant électrique puisse circuler, il faut que le circuit soit fermé, donc que la boucle soit fermée. On ne doit pas avoir une boucle ouverte. Il faut vraiment que tout soit fermé. Par exemple, ici, on part de la pile, il y a un fil qui arrive au niveau de l'ampoule. En dessous, il y a des petites languettes, donc ça se rejoint ici. Là, il y a un petit filament. Ensuite, il y a un fil qui joint l'ampoule à l'interrupteur. L'interrupteur, s'il est fermé, on a une petite languette en métal aussi en bas qui joint les deux bouts. S'il est ouvert, cette languette pivote un petit peu, donc dans ce cas-là, le circuit sera ouvert. Et dans ce cas-là, ce sera une boucle qui sera ouverte, donc le circuit ne fonctionnera pas. Mais partons du principe où l'interrupteur est fermé. S'il est fermé, ça veut dire que là, il y a une languette qui joint les deux bouts, une sorte de pont. Donc finalement, on revient bien avec un fil au niveau de la pile. Et là, on a bien un circuit fermé. Donc c'est pour ça que l'ampoule peut être allumée. Par contre, si on ouvre l'interrupteur, la petite languette qui est en métal va pivoter. Donc ce pont-là, il jouera plus son rôle. Donc, comme le circuit sera ouvert, l'ampoule va s'éteindre. Donc c'est comme ça que fonctionnent les interrupteurs chez vous aussi. Par exemple, ce circuit-là, comment est-ce qu'on le symbolise en général? C'est de cette façon-là. Je vous rappelle qu'une pile est symbolisée par ce symbole. Donc la plus petite barre, c'est le pôle négatif. La plus grande barre, c'est le pôle positif. Je vous rappelle encore une fois que l'intensité du courant démarre du pôle plus de la pile et ensuite arrive au pôle moins de la pile. Donc c'est ce que vous avez ici, l'intensité. Qu'est-ce qui se passe? On part du pôle plus, donc c'est celui-ci. Donc faites attention, là, la languette est plus petite, alors que là, au niveau des symboles, c'est plus grand. Faites attention à ça. Donc, on a un fil ici, qui arrive au niveau de l'ampoule. Là, je me suis trompé, j'ai interverti les deux. On va dire que l'interrupteur est ici. Donc on a un fil ici, tout ça c'est un fil, qui arrive au niveau de l'interrupteur. Donc on va dire que lui, c'est l'interrupteur et qu'il est là. Ensuite, on a un autre fil qui arrive au niveau de l'ampoule. Donc l'ampoule est ici, la lampe. Et ensuite, on a tout ça, c'est un autre fil qui arrive au niveau du pôle moins. Donc c'est ce fil-là. Donc on a trois fils. Un, le deuxième est ici, et le troisième est ici. Donc la longueur des fils, en fait, on s'en fout un petit peu. On n'a pas besoin de savoir si c'est un grand fil ou un petit fil. On n'a pas de correspondance entre ce qu'on a ici et ce qu'on a ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'avoir un beau rectangle. Et ensuite, on choisit la longueur du fil en conséquence. Et ce qui est important, c'est qu'on a trois dipôles, la pile, la lampe et l'interrupteur. En général, qu'on appelle K. Chez vous, vous avez aussi des circuits électriques de ce type-là, qui sont fermés, que vous pouvez ouvrir grâce à un interrupteur aussi. Dans les cartes mères, par exemple des téléphones portables ou des ordinateurs, etc., vous avez aussi des circuits électriques.
Par contre, ce ne sont pas des fils cette fois-ci, des câbles, mais ce sont des petites bandes de cuivre qui jouent le rôle de fil. Vous voyez ici, vous avez un chemin entre une résistance, je pense que c'est une résistance ici, et un autre composant. Vous avez un petit chemin. Ce chemin, c'est comme si c'était un fil. Et là, je vous ai mis une bonne partie des dipôles que vous allez utiliser cette année, l'année prochaine, ou l'année d'après. Il y en a d'autres que vous verrez, un autre que vous verrez l'année prochaine, plutôt dans 2 ans. Donc le générateur, on le note comme ça, comme la pile, avec un pôle moins et un pôle plus. Parfois, on note juste un rond avec un trait à l'intérieur, donc c'est le générateur de façon générale, alors que ça, c'est utilisé pour la pile, pour le générateur. La lampe, c'est celle-ci, c'est ce qu'on a là. Un fil, c'est un trait. Ça peut être une ligne brisée aussi, comme ici par exemple. On a 1, 2, 3 côtés. La résistance, c'est juste un rectangle, on va l'utiliser tout à l'heure. L'interrupteur, quand il est ouvert, en fait, on a 2 points ici pour montrer que c'est un dipôle. Et l'interrupteur ouvert, en fait, c'est un pont qui n'est pas fermé, qui est ouvert. Et l'interrupteur fermé, c'est un pont qui est fermé, comme ici. Là, le pont est fermé. Le moteur, c'est juste un rond avec un M à l'intérieur, un cercle avec un M. La diode, c'est un petit triangle avec un trait ici. La diode électroluminescente, c'est la même chose que la diode, mais sauf que c'est avec 2 petites flèches qui montrent que c'est lumineux. Donc un courant électrique, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge électrique. Ça veut dire que c'est la plupart du temps dans les fils électriques, qu'est-ce qui va circuler? C'est des électrons. Donc prenez l'exemple, par exemple, quand on parle d'un courant. Dans la vie de tous les jours, un courant, ça peut être un courant dans un fleuve. Donc j'ai été emporté par le courant. Donc c'est dans un fleuve, dans une rivière, etc. Donc qu'est-ce qui circule dans cette rivière? Ce sont des molécules d'eau. Ben, dites-vous que les molécules d'eau, c'est comme si c'était les électrons dans le circuit électrique. Les électrons. Ou ça peut être des cations ou des anions. En tout cas, ce sont des particules chargées. Mais dans un circuit électrique, ça va être toujours des électrons. Vous verrez d'autres cas un peu plus tard. Ensuite, donc des électrons, c'est ce que je viens de dire dans les fils électriques. Je ne sais pas pourquoi je mets une virgule. Et des ions dans les fluides. Vous verrez ça dans 2 ans en terminale lorsque vous verrez la pile Daniel, par exemple. Et dans le corps humain aussi, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a des décharges électriques? Pourquoi est-ce que comment dire, le système nerveux fonctionne et on dit que le message, c'est un message électrique? C'est parce que ce qui circule dans notre corps, ce ne sont pas dans notre corps, dans les axones, dans les cellules nerveuses, ce ne sont pas des électrons, mais ça va être des ions, justement, des cations ou des anions. Donc, par exemple, ici, vous avez un fil électrique avec une gaine isolante. Pourquoi gaine isolante? Parce que ça vous permet de pouvoir le toucher. Sinon, vous seriez électrisé à chaque fois ou électrocuté. Je vous rappelle la différence. Électrisé, c'est vous prenez une petite décharge électrique. Électrocuté, ça veut dire que vous mourrez de cette décharge. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des atomes. C'est formé d'atomes. Imaginez que ce soit un fil électrique. Donc les atomes qui sont à l'intérieur, ce sont des atomes de cuivre. Dans les atomes, il y a un noyau de cuivre avec des électrons. Un noyau de cuivre, un noyau constitué de protons et de neutrons, un certain nombre selon l'atome qu'on va choisir, ça va être le cuivre ici, avec un certain nombre d'électrons. Mais comme l'atome de cuivre, c'est un atome où il y a beaucoup d'électrons, par rapport au carbone, à l'azote, l'hydrogène, etc., qu'on voit d'habitude. Donc il y a des électrons qui vont être moins fortement liés au noyau. Donc ils vont pouvoir passer d'atome en atome. Donc c'est pour ça qu'en fait, si on arrive à tous ces électrons-là qui sont un petit peu libres, à les faire aller dans le même sens, on dit qu'il y a un courant électrique. Par contre, s'ils vont dans tous les sens, il n'y a pas de courant électrique. Donc l'intensité du courant, ça va être la mesure, on va dire, du nombre d'électrons qui va passer par un endroit. Imaginez qu'il y a une ligne d'arrivée qui va passer par cette ligne d'arrivée en 1 seconde. Donc cette intensité du courant électrique est notée I. Et je vous rappelle qu'elle est en ampères. On la mesure en ampères. Elle se mesure à l'aide d'un ampèremètre qui est branché en série dans le circuit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, branché en série, ça veut dire qu'elle est dans la boucle. Donc on va la mettre ici par exemple.
elle aurait très bien pu aussi être de l'autre côté. Peu importe où elle se trouve, vu que l'intensité du courant est la même partout. Donc si je mets l'ampèremètre ici, 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 peu importe, je vais mesurer la même intensité. Par contre, s'il y a plusieurs boucles dans le circuit, dans ce cas-là, il faudra choisir le bon emplacement pour l'ampèremètre. Donc ça correspond à ça. Regardez, vous avez la pile, le pôle plus de la pile qui arrive au niveau de l'interrupteur, donc le pôle plus qui arrive au niveau de l'interrupteur, K. Ensuite, l'interrupteur qui arrive au niveau de MA ici, ça veut dire qu'il est branché sur l'ampèremètre, ça peut être soit MA, soit 10A, ça dépend de l'intensité du courant que vous avez. Le mieux, c'est de toujours commencer par 10A pour ne pas griller le fusible, mais vous pouvez mettre MA. Vous avez l'ampèremètre, donc c'est celui-ci. Ça, c'est un multimètre, ça veut dire qu'il peut à la fois jouer le rôle d'ampèremètre, de voltmètre ou de ohmmètre. Et ensuite, ce câble-là, il va où? Il va au niveau de la lampe. Donc c'est ce câble-là. Il va au niveau de la lampe. Et ensuite, on a un autre câble, un autre fil électrique qui revient au niveau de la pile. C'est celui-ci. Donc je vous avais dit que l'intensité est mesurée en ampères. La plupart du temps, c'est plutôt des milliampères qu'on va utiliser pour notre cas. Dans la vie de tous les jours, dans les circuits, chez nous, etc., circuits électriques, on a des ampères, peut-être quelques ampères, 1, 2 ampères. Par contre, dans les circuits électriques que nous, on va faire au lycée, ça va être quelques milliampères. Donc c'est pour ça que c'est branché au niveau de milliampères. Comment est-ce qu'on branche un ampèremètre? On branche la borne qui est reliée au pôle positif de la pile ou du générateur sur milliampères ou sur 10 ampères. Et celle qui est reliée plutôt au pôle négatif du générateur, on va toujours mettre la borne COM, que ce soit un voltmètre ou un ampèremètre. Retenez ça. La borne COM, c'est toujours relié à la borne moins de la pile. Pas forcément directement, mais c'est la plus proche de la borne moins par rapport à l'autre borne. Donc le symbole de l'ampèremètre, comme vous l'avez vu, c'est juste un rond avec un A à l'intérieur. Comment est-ce qu'on mesure la tension maintenant? Donc la tension en borne d'un dipôle, je vous avais dit que l'intensité du courant, c'était quoi? C'était comme un courant marin dans un fleuve. Donc c'est un nombre d'électrons qui va circuler dans une certaine durée. Alors que la tension, c'est quoi? C'est une différence de potentiel électrique. Vous ne savez pas encore ce que c'est. Donc je vais vous donner une petite analogie entre les deux bornes du dipôle. Donc, par exemple, entre les deux bornes de la résistance ici, du conducteur ohmique, qui est là, on a une différence de potentiel. On va dire, imaginez ici que vous ayez, je dis n'importe quoi, 5 volts ici et 3 volts ici. Ça veut dire qu'on a une différence de potentiel. Donc ça veut dire que la tension ici va être de 3 volts, 5 moins 2. C'est comme si vous aviez ici, pareil, vous avez une rivière en fait, et imaginez une rivière sans courant. Si vous êtes plat, dans une plaine, donc il n'y aura pas forcément de courant. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a un courant marin, un courant au niveau de l'eau? C'est que vous allez avoir une dénivellation, donc une différence de hauteur, d'altitude, entre un point et un autre. Dans ce cas-là, vous aurez une chute d'eau. Ensuite, ça va être emporté par la suite. Donc l'eau va continuer à circuler même si c'est un petit peu plat. Donc c'est un petit peu la même chose, une différence de potentiel, c'est comme si on avait deux endroits qui étaient à la même altitude, et on va faire remonter un certain endroit. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir tomber quelque chose. Imaginez que vous avez une planche, si vous mettez une bille ou 10 billes à l'extrémité d'une planche, elles ne vont pas bouger. Par contre, si vous soulevez une extrémité, vous aurez une petite dénivellation, les billes vont commencer à circuler. C'est pareil pour les électrons. Sauf que ce n'est pas une différence d'altitude qu'on va voir, ça va être une différence de potentiel. C'est ça qui va forcer les électrons à circuler. Donc cette tension se mesure à l'aide d'un voltmètre, cette fois-ci branché en dérivation dans le circuit. Dérivation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une deuxième boucle. Donc tout à l'heure, on avait ce circuit-là. Donc ça, c'est une boucle. On a la bande plus de la pile, je vais le mettre ici. La bande plus de la pile reliée à l'interrupteur, qui est relié lui-même à la lampe. Et cette lampe est reliée directement à la borne moins. Pour mesurer cette différence de potentiel
entre les deux bornes de la lampe, ben, on va prendre les deux bornes de la lampe, c'est ce qui nous intéresse. Donc on a une borne ici, c'est un dipôle. Premier pôle, deuxième pôle, ça s'appelle des bornes. Donc on va brancher le voltmètre à ces deux pôles de la lampe. Comme ça, on va mesurer la différence de potentiel. Donc on a une deuxième boucle qui se crée. On dit qu'on branche le voltmètre en dérivation. Donc vous voyez que la borne plus est ici. Donc sur ce pôle, sur cette borne de la lampe, on va brancher le petit V ici. Et sur ce qui est plus proche de la borne moins du générateur, on va brancher le COM, comme tout à l'heure, comme pour l'ampèremètre. Donc ça veut dire que ici, la borne moins est ici, on branche le COM ici. Et ici, c'est la borne plus, donc on va brancher la borne V. L'unité de la tension est le volt, et le symbole du voltmètre, c'est comme tout à l'heure, sauf que c'est un V à l'intérieur. Ici, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, la petite flèche, elle était ici, ça veut dire que c'est éteint. C'est pour ça qu'il n'y avait rien pour l'ampèremètre. Donc en fait, au début, en fait, on le met toujours à 0, et ensuite, quand on est bien branché, on le met sur ampèremètre pour mesurer une intensité, et on le met au niveau le plus grand. Puis on diminue petit à petit, si on a besoin d'être plus précis, pour ne pas griller le fusible encore une fois. Pour le voltmètre, on fait un petit peu la même chose, et puis on se met par contre sur la partie bleue, voltmètre. Nous, on n'utilisera pas cette partie-là. Donc V avec une petite vague ici. On va toujours utiliser en courant continu. Donc c'est cette partie-là. Donc cet exercice, on va le résoudre assez rapidement. On vous dit que sur le schéma ci-contre, on mesure la tension aux bornes d'une cellule photovoltaïque. Donc on a bien un dipôle avec deux bornes. La borne A est branchée sur le V et la borne B est branchée sur le COM. Indiquer si le voltmètre mesure la tension UAB ou UBA, premièrement. Et deuxièmement, donner la borne positive de la cellule photovoltaïque. Donc on va faire ça. Donc, là, vous voyez que la borne V est branchée au pôle A de la cellule photovoltaïque. Sa borne de sortie, donc la borne COM, est branchée au pôle B de la cellule. On mesure donc la tension UAB. D'accord? UAB. Parce qu'en fait, on commence toujours par le pôle plus, le pôle qui est branché à la borne positive du générateur. Donc le V. On commence par le V et ensuite le COM. C'est la tension UAB. Et ensuite, vu que la tension est négative, ici, ça veut dire que normalement, on aurait dû le brancher à l'inverse pour avoir une tension positive. Donc là, on l'a branché avec le mauvais sens. Donc on aurait dû mettre la borne V au niveau du B et la borne COM au niveau du A. Donc ça veut dire que la borne V, normalement, elle est branchée sur du positif. Ça, c'est comme si c'était le générateur. Le V, c'est branché sur du positif normalement. Et si c'est branché sur du positif, on a une valeur positive. Comme on a une valeur négative ici, ça veut dire que la borne A est négative et la borne B est positive. Donc en fait, on aurait dû brancher à l'envers. J'espère que j'ai été clair. Donc je répète, sinon, pour avoir une tension positive dans le voltmètre ou le multimètre, on doit toujours brancher la borne V sur le pôle positif du générateur. Là, le générateur, c'est la cellule photovoltaïque. Si on a une valeur négative qui s'affiche sur le voltmètre, ça veut dire que sur la borne V, on a branché le pôle négatif, on a fait l'inverse. Donc là, c'est le cas. Comme on a une valeur négative, moins 0,45, ça veut dire que sur la borne V, on a branché le pôle négatif. C'est la borne négative. Ensuite, deuxième chose qu'on va voir, c'est la loi des nœuds. C'est une loi assez simple, normalement vous l'avez vu au collège aussi. Vous avez l'intensité du courant qui part du pôle positif. Tac, 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 tac. Ben, ici, dites-vous que c'est un certain nombre d'électrons, l'intensité du courant, qui circule pendant une seconde, par exemple. Donc imaginez que vous avez 10 électrons ici. Il y a 3 chemins possibles. 1, 2, 3. Donc vous êtes avec 9 amis, vous êtes 10 en tout. Vous avez 3 chemins possibles. Il y a une partie qui va aller ici pour rentrer chez eux, une partie qui va aller ici, et une partie qui va aller ici. Donc imaginez qu'il y en ait 3 qui passent là, 3 qui passent là, donc forcément il y en aura 4 qui vont passer là. 3 plus 4, ça fait bien 10. Vous étiez 10 au départ.
et vous allez vous retrouver. Donc il y en a 4 qui est ici, 3 ici et 3 ici. Donc quand vous allez tous vous retrouver ici, vous allez être à nouveau 10. Donc l'intensité I1, on va la retrouver ici. Ça veut dire que, en gros, l'intensité du courant qui arrive à un nœud c'est ça, c'est un endroit comme un carrefour en fait, dans une route. Donc l'intensité du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités qui en ressortent. Donc I1 est égal à I2 plus I3 plus I4. C'est ce que je vous dis ici. Donc la somme, ce sigle-là, là, c'est une lettre grecque qui veut dire sigma et qui veut dire somme en mathématiques. Donc la somme des intensités qui arrivent sur le nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Donc pour cet exemple-là, on a I1 qui arrive dans le nœud et I2, I3, I4 qui en repartent. Donc ça veut dire qu'on a I1 est égal à I2 plus I3 plus I4. Donc c'est une règle assez simple. On va l'utiliser dans un exercice. Donc vous avez 3 cas ici. Donc dans le premier cas, vous devrez trouver I3. Deuxième cas, vous devrez trouver I3 aussi. Et troisième cas, vous devrez trouver aussi I3. À chaque fois, on trouve I3. Comment on fait pour le premier? Il faut savoir qui est-ce qui arrive dans le nœud et qui est-ce qui en repart. Donc qui arrive? On a I2 qui arrive et I3 qui arrive. Et qui est-ce qui en repart? On a I1 et I4. Ça veut dire que I2 plus I3 est égal à I1 plus I4. C'est très simple. Ensuite, on n'a plus qu'à résoudre le problème. On veut I3, donc on doit isoler I3. Donc on va enlever I2. Donc moins I2 de l'autre côté, moins I2 de l'autre côté. Finalement, on a I3 est égal à I1 plus I4 moins I2. Ça vous donne 3,5 ampères. Donc 2 plus 3, ça fait 5, moins 1,5, ça fait 3,5 ampères. Deuxième cas. Ici, qui arrive dans le nœud? Qui arrive au niveau du nœud? On a I1 qui arrive. C'est tout. Qu'est-ce qui en repart? I2 et I3. Donc ça veut dire que le I1 est égal à I2 plus I3. Nous, on veut I3. Donc on va isoler I3 ici, et le I2, on le passe de l'autre côté. Ça fait I1 moins I2. Donc pour ça, en fait, je vous laisserai regarder la vidéo d'outils mathématiques correspondante qui vous permet de savoir résoudre des équations. Mais c'est assez simple, normalement on l'a déjà vu en cours. Donc ici, faites très attention, on a 2,2 ampères et on a 900 milliampères. Quand on fait des opérations d'addition ou de soustraction, on doit toujours avoir la même unité. Donc, quand on a des ampères ici, on va convertir les 900 milliampères en ampères. Et ça fait 0,900 ampères. Donc c'est pour ça que je mets 2,2 moins 0,900. On n'a pas 2,2 moins 900, faites très attention à ça. Et ça vous donne 1,3 ampères. Le troisième cas, qui arrive au niveau du nœud, on a I1 qui arrive, I2 qui arrive et I3 qui arrive. Qui en ressort? Seulement I4. Donc ça veut dire qu'on a I1 plus I2 plus I3 qui est égal à I4. On veut I3, donc c'est I2 et I1 plus I2 qu'on va mettre de l'autre côté. Donc I1 on l'enlève, on le met là-bas, ça fait moins I1, et ensuite I2 on l'enlève, ça fait moins I2. Donc I4 moins I1 moins I2 pour I3. Donc ça vous fait, comme tout à l'heure, on a des ampères ici, des milliampères ici. Donc les 200 milliampères, on les convertit en ampères, ce qui donne 0,200. Donc ça vous donne 0,50 moins 0,200 moins 0,12. Et finalement, le résultat est de 0,18 ampères. Donc c'est assez simple. Dites-vous que vous avez des amis, il y en a tant qui arrivent là, tant qui arrivent là, tant qui arrivent là. Donc c'est vous tous ensemble qui allez faire le chemin pour aller ici. Donc si je vous dis par exemple que vous aviez 15 amis ici, 15 personnes qui arrivent là, plus 15 autres ici, plus je ne sais pas combien ici, je sais qu'il y en avait 40 à l'arrivée. Donc 15 plus 15, ça fait 30. Donc pour avoir 40, ici c'est combien? C'est 10. Donc c'est plus simple. On va faire la même chose dans un circuit cette fois-ci. Là on avait vu un nœud. Maintenant on va prendre un circuit total. Mais ce sera à nous de résoudre ce problème-là. Donc on vous dit qu'on a un circuit, donc un montage qui comprend une lampe, une pile, un conducteur ohmique, qu'on appelle aussi résistance par abus de langage, et un moteur. La lampe est parcourue par un courant de 120 mA, la pile par un courant de 0,300 A, qui vaut 300 mA,
Le conducteur ohmique qui est traversé par un courant de 0,120 ampères ou alors 120 milliampères, ça revient même. Donc on voit que celui-là et celui-là, c'est le même courant qui traverse ces deux composants-là, donc la lampe et la résistance. Donc il y a de fortes chances qu'ils soient dans la même boucle. Et le moteur est traversé par un courant de 0,180 ampères. Qu'est-ce qu'on remarque? 0,120 plus 0,180, ça fait 0,300. Donc ça, c'est le courant qui va sortir de la pile. Là, on aura ça et ça. Donc la résistance et la lampe qui vont être branchées en série, et le moteur qui va être branché en dérivation par rapport aux deux autres. Je vais vous faire un schéma pour que vous compreniez bien. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. En fait, on a le même courant pour la lampe et la résistance, le conducteur ohmique, donc ils sont situés sur la même branche. Deuxièmement, on voit que 0,300, donc le courant qui parcourt la pile, est égal à 0,120 plus 0,180. Ça veut dire qu'on aura un nœud à cet endroit-là. Donc c'est comme ce que vous avez ici. On a la pile qui envoie un courant de 0,300. La résistance et la lampe vont recevoir un courant de 0,120, tandis que le moteur va recevoir un courant de 0,180 ampères. Ça veut dire qu'ici on aura un nœud. Ça va se diviser en deux parties. Donc, comment faire? Je vous laisse réfléchir, essayer d'arrêter la vidéo et de réfléchir à quel circuit vous permet de répondre à la question. Et là, moi, j'y réponds tout de suite. Donc, vous avez un circuit. Donc, la lampe et la résistance sont sur la même branche. Et le moteur est sur une branche différente, branche en dérivation par rapport à la lampe et au conducteur ohmique. Le nœud est ici. Donc, le courant qui arrive, qui sort de la pile est de 0,300 ampères ou 300 milliampères. Vous avez un nœud, donc il y a une partie qui va passer par là, donc 0,120, et une autre partie, 0,180, qui va arriver au niveau du moteur. Comme il n'y a pas de nœud entre la résistance et la lampe, IR est égal à IL, donc le courant qui traverse la résistance est le même que celui qui traverse la lampe. Donc j'aurais pu marquer juste I1 ici, I2 ici des deux côtés, ou alors un seul, et I3 ici par exemple. J'espère que c'est clair, sinon revenez en arrière dans la vidéo pour bien comprendre, et allez-y petit à petit. On va faire l'exercice 4 maintenant. Et cette fois-ci, on ne va pas parler des intensités, mais des tensions. Autant pour les intensités, on avait la loi des nœuds qui nous permettait de calculer les intensités lorsqu'on avait un nœud. Maintenant, dans une maille, donc dans une boucle, pour calculer des tensions, on va utiliser ce qu'on appelle la loi des mailles, qui est assez simple. Donc, que dit la loi des mailles? Pourquoi j'ai fait l'exercice 4 ici? Attendez 2 minutes. Ouais, je me suis trompé. Donc on fait d'abord le rappel de cours et ensuite je reviens en arrière pour faire l'exercice. Que dit la loi des mailles? Elle dit que la somme des tensions d'une maille est nulle à condition que le sens des flèches soit le même pour toutes les tensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends une maille c'est une boucle. Donc je prends tout ça. Là vous avez la tension au niveau du générateur qui est dans ce sens-là. Si je continue, la tension aux bornes de la résistance est dans le sens inverse. Et la tension aux bornes de l'ampèremètre est dans le sens inverse. Donc ça veut dire que, normalement, la somme des trois, si c'était dans le même sens, j'aurais E plus UA, qui serait égal à 0. Or là, comme c'est pas dans le même sens, quand vous avez un sens différent, vous pouvez mettre un moins à la place du plus, ou un plus à la place du moins. Donc ça veut dire que, si c'était dans le même sens, j'aurais E plus UA qui serait égal à 0. Là, comme E n'est pas dans le même sens que U et UA, lui, je vais le garder positif, je vais mettre E, lui, je vais mettre moins U, moins UA est égal à 0. Ou alors, j'aurais pu prendre l'inverse, j'aurais pu prendre dans ce sens-là, donc ça aurait été UA plus U moins E, parce que lui n'est pas dans le même sens, qui est égal à 0. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc finalement, on peut dire aussi, si vous voulez retenir plutôt la loi des mailles dans l'autre sens, si vous avez en fait des tensions comme ça, vous prenez toutes celles qui sont dans un sens, elles sont égales à toutes celles qui sont dans l'autre sens. Donc qui est dans le sens de I? Juste E. Qui est dans le sens inverse de I? UA et U. Donc ça veut dire que E est égal à UA plus U. C'est ce qu'on a ici. Mais ça revient au même que ça en fait. Parce qu'en fait, si on isole E,
je passe U de l'autre côté, le moins devient un plus, et je passe UA de l'autre côté, le moins devient un plus aussi. Donc on retrouve ça. Donc ça, c'est la loi des mailles. L'exercice 4, oui, c'est bon. En fait, j'avais juste oublié d'enlever une page. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a plusieurs tensions. On a toutes les tensions et on veut UDC. On veut la tension aux bornes du moteur. On connaît la tension aux bornes du générateur, on veut la tension aux bornes de la lampe, la tension aux bornes de la résistance ou du conducteur ohmique, et on veut la tension aux bornes du moteur. Donc, comment on utilise la loi des mailles? On va aller dans ce sens-là, par exemple. Ou alors, on va prendre, allez, soit on va dans ce sens-là, soit dans l'autre sens, soit on prend, moi je préfère en réalité, les flèches qui vont dans un sens est égale aux flèches qui vont dans l'autre sens. Donc, qui va dans le sens de l'intensité UFA, donc c'est égal à UFE plus UDC plus UCB, pas BC. Ou alors j'aurais mis UFA plus UBC est égal à UDC plus UFE. Comme vous voulez. Donc premièrement, ah oui, les questions elles étaient avant. Peu importe. On vous demandait comment est-ce que l'ampèremètre doit être branché. Donc il doit être branché en série. Il doit donc se trouver dans la même boucle que les autres dipôles. Et donc, on va le mettre ici. Donc l'ampèremètre, je vais le mettre ici. J'aurais pu le mettre ici aussi, ça revient même. Pourquoi ça revient même? Parce que là, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de carrefour en fait, d'endroit où l'intensité du courant, où les électrons ont deux choix. En fait, ils sont obligés de prendre cette route-là. Il n'y a pas d'autre choix. Donc ça veut dire que l'intensité du courant est la même dans tout le circuit. Donc je peux mettre l'ampèremètre où je veux. Comment est-ce qu'on branche cet ampèrmètre? La borne, si on veut avoir un courant positif, donc on branche la borne 10A ou la borne MA, comme on a vu tout à l'heure, milliampères, ou ça, au niveau de la borne plus du générateur. Donc en fait, on prend la borne plus du générateur, on fait les circuits, tac, 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 jusqu'à arriver à l'ampèremètre, tac. Donc cette borne-là, on appelle la borne B par exemple, ça va être la borne 10A. Alors que celle qui est plus proche de la borne moins, donc la borne A du générateur, ça va être la borne COM. Donc c'est ce qu'on a ici. La borne 10A et la borne COM. Ensuite, la loi des mailles dit que, là je l'ai fait dans le sens où je vais avoir toutes les tensions du même sens. Donc UAF, je vais mettre tous dans ce sens-là. UAF plus UFE dans ce sens-là, plus UDC dans ce sens-là, plus UCB, et pas BC, est égal à 0. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux connaître la tension UDC. Donc j'ai plus qu'à isoler UDC. Donc UDC, c'est égal à, lui je le passe de l'autre côté, lui aussi, lui aussi. Comme ils étaient tous positifs, ils deviennent négatifs de l'autre côté. Et finalement, UFA, je ne le connais pas, mais je connais UAF, je ne le connais pas, et je connais UFA. Donc quand vous inversez deux lettres, ou quand vous changez le sens de la flèche, ça vous donne juste un signe différent. Donc UAF, ça aurait été moins 9 volts, UFA, c'est 9 volts. Donc là, moins UAF, c'est UFA, ça revient même. Et finalement, j'ai 9 moins 3,8 moins 2,2, ce qui nous donne 3 volts. Donc UDC est égal à 3 volts. J'espère que ça a été clair. Prenez la méthode que vous voulez, soit tout dans le même sens et vous faites la somme de toutes les tensions est égale à 0, soit la somme des tensions qui sont dans un sens est égale à la somme des tensions qui sont dans l'autre sens. Ça, c'est la loi des mailles. Et vous prenez le sens que vous voulez, ça fonctionne. Que ce soit le sens des aiguilles d'une montre ou le sens trigonométrique. Ça fonctionne dans les deux sens. Après, il faut juste savoir résoudre l'équation. Avant-dernier exercice, on va voir qu'est-ce qu'une résistance équivalente. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans des montages, parfois, vous avez plusieurs résistances. Vous n'avez pas forcément une seule résistance. Mais par exemple, si vous avez trois résistances qui sont sur une même branche, donc qui sont montées en série, ça équivaut à une résistance équivalente. Ça équivaut à... je pourrais remplacer ces trois résistances par une seule résistance. Mais de combien? Imaginez que ce soit 10 ohms, 10 ohms et 10 ohms. Donc il faudrait combien ici? Est-ce qu'il faudrait 30 ohms? Donc 10 plus 10 plus 10?
Oui, c'est ce qu'on a ici. C'est la somme des trois. Par contre, si elles sont branchées en dérivation, les trois résistances, si à la place de trois résistances, je veux avoir une seule résistance, donc je veux mettre juste un fil ici avec une résistance, donc cette résistance équivalente, si j'avais 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, est-ce que ce serait aussi 30 ohms? Ben non, parce que ça voudrait dire sinon qu'elle serait en série. Donc dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Dans ce cas-là, c'est 1 sur la résistance équivalente qui était égal à 1 sur 10 plus 1 sur 10 plus 1 sur 10. Donc ça fait 3 sur 10. Donc la résistance équivalente serait de 10 sur 3. On va faire les exemples. Hein. Donc ici, vous avez un exercice qui vous dit que pour que son circuit fonctionne correctement, Bilal a besoin d'un conducteur ohmique de résistance 165 ohms. Mais il ne dispose que de deux résistances de 330 ohms. Donc, on vous demande de montrer, là on ne vous demande pas de trouver par vous-même, mais de montrer que les deux résistances de 330 ohms branchées en dérivation se comportent comme une résistance de 165 ohms. Déjà, on pourrait se poser la question, si on avait deux résistances de 330 ohms, mais branchées en série et pas en dérivation, ça ferait une résistance équivalente de combien? Ce serait la somme des deux, donc ça ferait 660. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut l'inverse, on veut une résistance plus petite. Donc, il faudra brancher en dérivation. Ça, je vous laisserai regarder chez vous. C'est juste pour, quand vous avez une résistance, un conducteur ohmique, vous avez des bandes de couleurs différentes. Et ça vous permet de trouver, de vous donner la valeur de la résistance. Par exemple, imaginez que vous avez une bande jaune ici, ça voudrait dire que le premier chiffre significatif, c'est 4. Une bande bleue, le deuxième chiffre significatif, violette, pardon, c'est 7. Donc on a 47. Une bande verte, ça correspond au multiplicateur. Donc là, parfois il y a 5 bandes. Donc dans ce cas-là, il y aurait une bande qui correspond à un troisième chiffre significatif. Pardon. Là, ce n'est pas le cas. Donc la troisième bande ici correspond au multiplicateur. Comme c'est vert, c'est fois 100 kΩ. Donc on a 47 fois 100 kΩ. Et ça, c'est la tolérance, on ne va pas en parler. Donc ça fait 4,7 fois 4,7 millions de ohms. Donc 47 fois 100 kΩ. Ça veut dire 47 fois 100, ça fait 4,7 fois 1000. Donc c'est 4,7 fois 1000 fois kilo. Kilo, c'est 1000 aussi. Ça fait des millions. Je vous laisse faire le calcul chez vous tout seul et regardez, essayez de retrouver le 124 000 ohms ici avec toutes ces bandes. Donc, petit rappel de cours, quand les conducteurs ohmiques sont branchés en série, qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? Déjà, c'est un dipôle qui résiste au passage du courant. C'est pour ça qu'on appelle ça une résistance aussi. Ou alors, la grandeur du conducteur ohmique, c'est la résistance. Ça résiste au passage du courant. C'est comme si moi, je me mettais devant une porte. Imaginez, je suis un videur d'une boîte de nuit, par exemple. Qui veut entrer? Si je ne suis pas là, tout le monde entre. Et tout le monde entre avec un certain flux qui est important. Donc, par exemple, 2 personnes par seconde. Par contre, moi, je suis là, je regarde les pièces d'identité, je fouille, etc. Je laisse pas rentrer tout le monde. Donc, qui va rentrer? Cette fois-ci, une personne toutes les 5-10 secondes. Donc, je diminue le flux. Donc, je vais diminuer l'intensité du courant. Donc, le but d'un conducteur ohmique, c'est de diminuer l'intensité du courant dans un circuit. Il résiste au passage du courant. À quoi ça peut servir? Par exemple, quand vous avez un dipôle qui ne peut pas supporter une intensité trop importante, ça permet de ne pas griller ce dipôle-là. Donc si vous voulez utiliser ce dipôle, il faut mettre une résistance juste à côté. Ou un conducteur ohmique. Donc l'analogie, c'est comme tout à l'heure avec la rivière. Donc, ce serait quoi donc le flux, donc l'intensité du courant, ce serait le courant marin, le courant de la rivière. La pente, ce serait la différence de potentiel, donc la tension. Et maintenant, si vous mettez des virages des rochers, donc ces rochers et ces virages vont diminuer le flux. Donc la vitesse sera moins rapide que s'il n'y avait pas ces rochers et ces virages. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résistance ou le conducteur ohmique. Vous pouvez avoir cette image dans votre tête. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà.
lorsque vous avez des conducteurs ohmiques en série, vous additionnez toutes les résistances pour vous donner une résistance, par exemple, une résistance équivalente. Par exemple, si dans un circuit, quelqu'un a utilisé 10 ohms, 20 ohms et 30 ohms, vous voulez diminuer le nombre de résistances que vous utilisez dans le circuit, vous voulez en avoir qu'une. Donc 10 plus 20 plus 30, ça fait 60 ohms. Donc choisissez une résistance de 60 ohms et mettez-la. Pourquoi parfois on en met plusieurs? Parce qu'on n'a pas forcément des résistances, on n'a pas forcément les résistances que l'on veut à chaque fois. Donc selon ce que vous avez chez vous, vous pouvez faire des calculs pour savoir je veux tant de ohms, donc il faut que je mette combien de résistance, est-ce qu'il faut qu'elle soit en série, en dérivation, etc. Donc c'est des calculs à faire. Dans ce cas-là, on a la résistance équivalente qui vaut R1 plus R2 plus R3. Par contre, quand on est en parallèle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez plusieurs résistances en parallèle, la résistance équivalente, son inverse, donc l'inverse de la résistance équivalente, équivaut à la somme de l'inverse de toutes les résistances. De la somme de l'inverse de toutes les résistances. Ça veut dire que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc il y aura un petit calcul à faire pour trouver R équivalent. Il faudra isoler R équivalent là-dedans. Vous ne vous laissez pas 1 sur R équivalent. Vous faites le calcul en isolant R équivalent. Donc, ici, je vais vous montrer justement qu'est-ce qu'il faudra faire pour Bilal. Je vous rappelle qu'il a deux résistances de 330 ohms. On va vérifier que ces deux résistances de 330, ça équivaut à une seule résistance de 165. La loi des nœuds dit qu'on a un nœud ici, on a un nœud ici. Ça veut dire que l'intensité du courant qui est ici, après les électrons ont le choix, soit ils vont dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Là, je fais une petite aparté. Depuis tout à l'heure, je parle d'électrons, d'intensité du courant. En réalité, vous verrez l'année prochaine que l'intensité du courant, si elle circule dans ce sens-là, les électrons circulent dans l'autre sens. Ça, c'est comme si il y avait des porteurs de charge positives ici, et là, donc les porteurs de charge négatives vont dans le sens inverse. Donc les électrons vont dans ce sens-là. Et bon, on va faire comme si il y avait des porteurs de charge positives. Donc, je ne vais pas parler d'électrons. Les porteurs de charge positive circulent ici. Arrivé au nœud, il y en a qui ont le choix d'aller ici, et d'autres qui ont le choix d'aller ici. Imaginez qu'il y ait 100 porteurs de charge qui arrivent là. Est-ce qu'ils vont se diviser en 50-50? Non, tout dépend de la résistance. Si la résistance est plus grande ici, ça veut dire que le chemin sera plus difficile pour eux. Donc il y en a moins qui vont emprunter ce chemin-là, par rapport à ce chemin qui sera plus facile. Donc si vous avez deux résistances équivalentes, donc il y aura 50 qui vont passer par là et 50 qui vont passer par là. La loi des mailles, maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez une maille ici, qui va dans ce sens-là, dans le sens de I, U, qui va dans le sens inverse, U1. Donc ça veut dire que U est égal à U1, dans la maille 1. Et dans la maille 2, qui va dans ce sens-là, U1, qui va dans l'autre sens, U2. Ça veut dire que U1 est égal à U2. Ou alors j'ai pas pris d'accord, j'ai pas pris U1 et U2, j'ai pris la maille qui est ici. C'est vrai que j'ai besoin du générateur. Donc j'ai pris la première maille, c'est celle-ci, j'aurais dû la dessiner, et la deuxième maille, c'est celle-ci. Tac, 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 tac. Donc j'ai U est égal à U2 pour la deuxième maille, et U est égal à U1 pour la première maille. Ensuite, vous avez dans une résistance, vous avez vu au collège la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit que la tension aux bornes d'une résistance, d'un conducteur ohmique, est égale à sa résistance multipliée par l'intensité du courant qui traverse ce dipôle. Donc U est égal à R fois I. Donc ça veut dire que ici, U1 serait égal à R1 fois I1, c'est ce que j'ai mis ici, et U2 est égal à R2 fois I2. Donc R2 fois I2. Donc finalement, j'ai l'intensité I1 et l'intensité I2. L'intensité I1, c'est U sur R1, l'intensité I2, c'est U sur R2. Donc en reprenant l'équation 1, on avait I1 plus I2, et comme I1 et I2, maintenant je les ai, je peux dire que U sur R1 plus U sur R2 est égal à I. Là c'est I1 et là c'est I2. Ensuite, bon, là vous verrez, je pense que vous savez factoriser normalement. Factorisation, le U, je peux le mettre à côté. Et donc avoir U multiplié par 1 sur R1 plus 1 sur R2.
Et ici, vous voyez qu'en fait, si on avait un seul circuit, la résistance, ce serait quoi? Ce serait R1 fois I. Donc U1, imaginez qu'on aurait U équivalent, en fait, ça aurait été égal à R1 fois I. Parce qu'on aurait une seule branche, donc ce serait le I ici, qui circulerait. Donc en fait, c'est ce qu'on a ici. I est égal à U sur R. Donc ça veut dire que ça, c'est 1 sur R équivalent. Donc ça, ce que je vous ai fait ici, vous le lirez si vous voulez, mais ça vous donne juste pourquoi en fait on a bien R1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc ça, c'est une démonstration. Si vous avez du mal avec ça, laissez tomber. En seconde, c'est pas très important de savoir le faire. Par contre, on va utiliser le résultat qu'on a trouvé ici. Donc ce que je vous ai donné dans le cours tout à l'heure. Donc, nous on a R1 et on a R2. R1, on sait que c'est 330 ohms, R2 c'est 330 ohms aussi. Donc on va essayer d'isoler R équivalent. Comment on isole R équivalent? Donc premièrement, on essaie d'avoir tout au même dénominateur. Donc c'est quoi le facteur commun, le dénominateur commun entre R1 et R2? C'est R1 fois R2. Si j'avais 1 sur 2 plus 1 sur 3, il fallait que je multiplie par 3 ici et par 2 ici pour avoir 6 en bas. Donc là c'est pareil. Pour avoir le même dénominateur ici et ici, il faut que j'ai R1 fois R2 des deux côtés. Donc je multiplie par R2 ici et je multiplie par R1 ici. Donc finalement, je vais avoir au dénominateur R1 plus R2 et au numérateur 1 fois R2 plus 1 fois R1. Donc R2 plus R1 ou R1 plus R2. Ça revient même. Maintenant, comme j'ai 1 sur R équivalent, moi ce que je veux, c'est l'inverse de ça. Je veux juste R équivalent. Donc R équivalent sur 1. Donc ça va être l'inverse de ça aussi. Donc ça va être ça divisé par ça. Si vous avez du mal avec ça, c'est assez simple normalement, mais si vous avez du mal, vous pouvez aussi utiliser le produit en croix. Ça, c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Donc la résistance équivalente, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et ce résultat, vous pouvez aussi le retenir si vous avez deux résistances. Si vous en avez trois, ça va pas être tout à fait la même chose. Mais... Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? R1, j'avais dit que c'était 330 ohms, R2 c'est 330 ohms. Donc on a 330 fois 330 sur 330 plus 330. Calculez ça avec votre calculatrice et on trouve 165 ohms. Donc deux résistances de 330 ohms branchées en dérivation équivalent bien à une seule résistance de 165 ohms. Donc s'il voulait faire un circuit avec 165 ohms, Bilal, il peut utiliser ces deux résistances qu'il a chez lui de 330, mais en les branchant en dérivation. Dernier exercice, il est un tout petit peu plus compliqué, le diviseur de tension. Donc on vous dit que Mila réalise le montage ci-contre, puis elle envoie la tension UBN, donc cette tension-là, entre l'entrée A0 et une borne GND du microcontrôleur. Là, vous n'allez rien comprendre, normal, je vais vous expliquer ce que c'est après. Donc mon microcontrôleur Arduino, on va l'utiliser peut-être l'année prochaine en TP. Donc qui convertit cette valeur, donc la valeur de la tension, en valeur variant de 0 à 1023. Pourquoi? Parce que c'est juste des octets qui ont... Un octet peut avoir 1024 valeurs. Donc entre 0 et 1023, on a 1024 valeurs. Un octet, c'est 8 bits, donc 2 puissance 8 est égal à 1024. Si vous voulez, je vous expliquerai une autre fois. Je ferai peut-être des vidéos sur Arduino, justement. Donc Mila voit s'afficher la valeur 20. Donc entre 0 et 1023, elle ajoute 20 en éteignant la lampe de bureau. Et ça veut dire qu'en fait, elle a une lampe ici. Cette résistance-là, ce conducteur ohmique, c'est une photorésistance. Elle va capter ces rayons de lumière, donc elle va changer la valeur de sa résistance. Les résistances qu'on a vues tout à l'heure, elles ont une valeur fixe, alors qu'une photorésistance a une valeur qui varie selon la luminosité. Donc, quand elle éteint sa lampe, cette valeur-là va changer, donc celle-là aussi. Pas celle-là, mais la tension. Mais la résistance va être la même. Et par contre, quand elle allume sa lampe au-dessus de la photorésistance, elle a une valeur de 240. Donc, premièrement, exprimer la tension UBN en fonction de UPN et des résistances. Donc on va avoir UBN en fonction de UPN et des résistances. Deuxièmement, déterminer les valeurs de la tension UBN qui correspond aux observations de Mila. Et troisièmement,
justifier cette évolution ainsi que le nom diviseur de tension donné à ce montage. Diviseur de tension, ça c'est un exercice qu'on fait maintenant, mais c'est très très utile pour les circuits électriques. Donc vous verrez ça, pas au lycée. Avant c'était au lycée, c'était au programme du lycée, mais maintenant vous verrez ça plutôt à l'université pour ceux qui feront de l'électricité. Donc qu'est-ce qu'un microcontrôleur? Nous, ce qu'on va utiliser au lycée, ça va être des microcontrôleurs Arduino Uno R3. En fait, ça, on peut l'utiliser en tant que générateur. Dans ce cas-là, il faut brancher la borne plus, ça va être la borne 5 volts ou 3,3 volts, et la borne moins, ça va être la borne GND. GND, ça veut dire borne moins. Ça veut dire ground, et ça veut dire masse en français. Donc la masse, en général, c'est la borne négative. Et la borne plus, c'est soit 5 volts, soit 3,3 volts. Mais on a d'autres pins, ça s'appelle des pins, ça, et ça, qui nous permet d'avoir aussi des valeurs de tension, par exemple, qu'on pourra affiner, on pourra changer selon ce que l'on veut. Donc on peut écrire un programme qui va changer cette valeur-là. Dans ce cas-là, on ne branchera pas sur 5 volts, on branchera plutôt sur ces pins-là et ces pins-là. Justement, Mila a branché la borne sur A0, première borne, et l'autre borne sur ground. Elle l'a branché ici et ici. Donc ça, ce sera pour pouvoir dire analog in, on verra ça tout à l'heure, on verra ça plus tard, c'est pour pouvoir dire au circuit, pas au circuit, à la carte. Donc la carte va récupérer la valeur de la tension qui va être branchée entre ça et ça, entre cette bande-là et cette bande-là. Donc la valeur de la tension qui est aux bornes de la résistance, de cette résistance-là. A0 c'est ici, et la masse GND ça va être ici. Donc ce qu'on voudra c'est ça. Donc comment est-ce qu'on fait? On utilise la loi des mailles. La loi des mailles vous dit que si on va dans ce sens-là, on a seulement UPN qui est dans ce sens-là, et dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on a? On a UBN et UPB. Ça veut dire que UPN est égal à UPB plus UBN. Déjà. Deuxièmement, on va utiliser la loi d'Ohm. Je vous rappelle, c'est U est égal à R fois I. Donc c'est la tension aux bornes d'une résistance. Donc n'utilisez pas la loi d'Ohm pour autre chose qu'un conducteur ohmique, R. On va utiliser que pour les conducteurs ohmiques. Donc ça veut dire que ça c'est un conducteur ohmique et ça aussi. Donc UPB c'est égal à RPR fois I et UBN c'est égal à R fois I aussi. C'est la même intensité qui traverse la résistance. Donc finalement, comme on a ça est égal à ça plus ça, UPN est égal à UPB qui est là, plus UBN qui est là. Donc finalement on a UPN est égal à RPR fois I plus R fois I. Et comme j'ai I là et là, je peux factoriser par I. Donc on a RPR plus R, le tout multiplié par I. Donc finalement, l'intensité du courant est égale à combien? C'est égal à UPN divisé par RPR plus R. Là, j'ai isolé I, donc j'ai fait passer ce RPR plus R de l'autre côté. Comme c'était multiplié de ce côté, pour le passer de l'autre côté, je fais l'opération inverse qui est la division. Finalement, qu'est-ce qu'on a? Comme on avait UBN qui est égal à R fois I, je l'ai, UBN qui est égal à R fois I, ben comme I je le connais maintenant, c'est égal à UPN fois RPR sur plus R, je vais juste remplacer le I ici par ce que j'ai là. Donc finalement, on aura ça. Et là, c'est ce qu'on voulait. En fait, on vous a posé la question, donnez UBN en fonction de UPN et des résistances. Rappelez-vous, c'était la première question. Deuxième question. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est la même chose? Moi, je l'ai fait pour UPB aussi. Donc, je l'ai fait pour UBN et pour UPB. Donc là, je vous laisse regarder. C'est exactement la même chose. Donc, ce qui change, c'est juste qu'on a UPB ici, alors que tout à l'heure, on avait UBN, et que là, on a toujours UPN. Donc là, on avait R, alors que là, on a RPR. Je vous remets en arrière. On a R au-dessus.
Donc quand on veut UBN, on a R au-dessus. En bas, on a la somme des deux. Et quand on va avoir UPB, on a RPR au-dessus. Donc je vous le remets. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle un diviseur de tension. Pourquoi? Justement, on va y répondre. D'abord, on répond à la deuxième question. Donc, en éteignant la lampe de bureau, Mila voit s'afficher la valeur 20. Puis, lorsqu'elle l'allume au-dessus de la photorésistance, donc sa lampe, c'est la valeur 240 qui s'affiche. Donc, on sait que 0 correspond à 0 volts, donc la valeur 0 qui est donnée par cette borne-là A0 du microcontrôleur correspond à 0 volts. Et 1023 correspond à 5 volts. C'est la valeur maximale de la tension. Donc, 20, ça va correspondre à combien? Vous faites un produit en croix. Donc, si 1023 correspond à 5, 20 correspond à combien? C'est 20 fois 5 divisé par 1023. 20 fois 5 divisé par 1023. Donc, ça correspond à 9,8 fois 10 puissance moins 2 volts, 98 millivolts. Donc, ça veut dire que UPB est égal à combien? 4,9 volts. On a UPN moins UPB. UPN, c'est 5 volts, moins 9,8 fois 10 puissance moins 2 volts, donc moins 0,098, ça vous fait environ 4,9 volts. En réalité, 4,92. Mais on verra, vous vous souvenez des chiffres significatifs, normalement. Maintenant, lorsqu'on on allume la lampe, on voit 240. Donc on fait le même calcul, sauf qu'on remplace 20 par 240, et on trouve 1,2 volts. Donc ça veut dire que UPB sera égal à 3,8 volts. Donc quand on allume la lampe, ici, on a UPB qui est plus petit que quand on l'avait éteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la résistance de la photorésistance diminue quand la luminosité augmente. Donc ça veut dire que quand on n'a pas de lumière du tout, il y a une grande résistance. Et plus on a une lumière forte qui arrive sur la photorésistance, moins cette résistance est grande. Donc ça veut dire que comme on a la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I, U et R sont proportionnels. Donc si R diminue quand on augmente la lumière, R va diminuer aussi. Et pourquoi est-ce qu'on nomme ce système diviseur de tension? Parce qu'on peut faire varier, vous voyez que UBN, donc UBN c'est égal à R sur RPR fois UPN. Donc ça veut dire que si je branche quelque chose ici en dérivation, là, grâce au fait d'avoir mis deux résistances, je peux créer une autre boucle ici qui aurait une tension moins importante que celle qui était dans la première boucle, que celle qui était au niveau du générateur qui est là. Donc, j'ai divisé la tension par un certain nombre. Donc, on appelle ça un diviseur de tension. Donc, le dernier exercice, je ne vous cache pas qu'il est un petit peu compliqué. Si vous arrivez à le comprendre, tant mieux. Sinon, ne vous inquiétez pas, on reverra ça en première, en terminale. L'important, c'est surtout de comprendre trois choses pour aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce qu'un circuit électrique? Qu'est-ce qu'un courant électrique? Qu'est-ce qu'une tension? Et qu'est-ce qu'une résistance? Deuxièmement, connaître la loi des nœuds et savoir l'utiliser. Troisièmement, connaître la loi des mailles, savoir l'utiliser. Et quatrièmement, dans un degré moindre, connaître la notion de résistance équivalente. J'espère avoir été clair. On a passé pratiquement une heure ensemble, donc je vous laisse vous reposer. Au revoir tout le monde.